bienvenue à tous et à toutes pour ce dernier webinaire de l'année sur la question du partenariat en santé. Déborah, pour juste que tu saches, je l'avais déjà annoncé. Et je t'écoute tellement que le dernier webinaire, j'avais dit que tu étais déjà passé, mais en fait non, c'était un teasing raté. Donc, c'est bien le dernier webinaire et on a le plaisir de recevoir Déborah Seban pour cette session. Je vais laisser, comme d'habitude, Bénédicte Chenu, qui est proche partenaire au GHU, présenter Déborah, et puis tu auras la main ensuite. Les questions-réponses, on les fera à la fin, mais si vous souhaitez interagir dans le chat, surtout, vous n'hésitez pas. Moi, je peux discuter avec vous pendant la présentation de Déborah, et puis on aura un temps d'échange à la fin. Bénédicte, I leave you the floor. Bonjour à tous. Donc, comme Emmanuel a dit, je suis proche partenaire au GHU. Je suis très contente de vous entendre ce soir, Déborah, sur l'engagement des usagers en santé mentale. Vous êtes représentante de la jeune génération des psychiatres addictologues. Je connais votre engagement pour une transformation des pratiques en psychiatrie basée sur les principes du rétablissement, votre engagement pour un partenariat incarné avec les personnes concernées, usagers et proches, et celui du partage des savoirs et des connaissances issues de la science et de l'expérience. Pour une psychiatrie humaniste qui se remet en question, respectueuse d'un travail mené collectivement en partenariat avec les usagers et les proches aidants, ce sont vos mots aux assises de la psychiatrie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte pour ces mots et merci beaucoup Emmanuel pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir prendre la parole dans ce cycle de webinaires sur ce sujet qui est l'engagement des usagers en santé mentale, des usagers et des aidants. En santé mentale, engagement, participation, on va revenir sur la sémantique possible pour parler de cette participation et puis également de l'ensemble à la fois des concepts que ça mobilise et puis des actions concrètes que ça peut engager. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Alors, du coup, le partage d'écran ne remarche plus, Emmanuel, parce que je pense que je t'ai renommé animateur. Donc, comme j'ai départagé dans l'intervalle, je pense qu'il faut que tu me renommes, je repartage et je te renomme. Je vais faire ça. Alors, Déborah, je te nomme co-hôte. Ouais, voilà. Voilà. Super, merci. Ça marche? Oui, tout à fait. Super. Voilà, génial. Je vais mettre mon écran. Grand. Voilà, est-ce que vous voyez Oui, parfait. Ok. Tac. Parfait. Donc, du coup, je me représente pas. Alors, je voulais simplement proposer d'expliquer d'où je parle, puisque du coup, je prends la parole en tant que directrice du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Simplement expliquer que le CCOMS est très rapidement, sur le plan administratif, est un service de l'EPSM Lille Métropole. Donc, on est basé en région Hauts-de-France. On est l'un des 48 centres collaborateurs OMS dans le monde. Il faut imaginer que l'OMS s'appuie pour déployer sa politique internationale de santé sur des centres collaborateurs qui du coup ne sont pas uniquement spécialisés en santé mentale, mais il en existe du coup un peu moins d'une cinquantaine dans cette spécialité-là. Un CCOMS est un centre qui est désigné tous les 4 ans par l'OMS sur la base d'un programme pluriannuel, sur la base de rendus, de livrables tous les ans et également sur tous les 4 ans de manière très, très officielle pour s'assurer de justifier de l'intérêt d'un centre collaborateur d'exister et d'appuyer les actions de l'OMS. Donc, nous avons un centre qui se fonde sur un réseau de personnes qualifiées utilisées dans le sens où on
on s'assure de pouvoir apporter des regards, si j'ose dire, pluriels sur l'ensemble des actions que nous menons, donc avec des regards qui sont différents, parfois en écho à des formations professionnelles qui sont complémentaires. Et on s'appuie dans ce sens sur également un conseil scientifique composé de l'ensemble des professionnels et acteurs du champ de la santé mentale, des usagers, des personnes représentantes, d'associations représentantes et des aidants. Et on s'appuie également sur un groupement de coopération sanitaire qui permet de prolonger l'action du centre sur le territoire national. Donc voilà un peu la répartition des établissements pour vous donner une idée. Les établissements membres de ce groupement, qui du coup, étant 25 aujourd'hui, constitue près de 180 secteurs de psychiatrie et alors 30 000 professionnels, bien évidemment, qui ne sont pas tous impliqués à l'échelle individuelle dans chacune des actions du CSOMS et de son groupement, mais qui, de fait, par l'adhésion de leur établissement, sont impliqués dans les axes de travail qui sont les nôtres. Nous avons également de nombreux partenariats nationaux et internationaux. C'est probablement aussi une illustration du travail partenarial que nous engageons avec l'ensemble des partenaires, sociétés savantes, associations de professionnels, mais également associations d'usagers, aidants, élus, que ce soit à un niveau national ou international. Donc, je ne vais bien évidemment pas tous les citer, ce serait un peu trop fastidieux, mais c'est pour expliquer qu'à la fois les partenariats se construisent à un niveau national et international avec l'ensemble des parties prenantes et bien évidemment des associations d'usagers et d'aidants, puisque c'est également à cette échelle-là que se construisent les partenariats et le travail collaboratif qui doit être engagé quand on parle de participation et d'engagement des usagers et des aidants dans les politiques et les actions de santé mentale et en psychiatrie. Alors, les valeurs du CSOMS, je souhaitais les lire. Pourquoi? Et ne pas les paraphraser, parce que ce sont des valeurs qui sont coécrites justement par l'ensemble des acteurs du champ de la santé mentale, par l'ensemble des parties prenantes. Nous travaillons au CSOMS au sein de l'équipe avec des chercheurs pairs, des experts d'expérience, qui du coup se sont également prononcés sur l'écriture et donc c'est vraiment le fruit d'une co-réflexion, co-rédaction. Elles ont été du coup validées en équipe, en interne, elles ont été validées également par le conseil scientifique du CSOMS et l'ensemble des axes de travail qui sont portés par le centre, l'ensemble des actions qui sont déployées dans chacun de ces axes de travail qui nous engagent directement auprès de l'OMS se basent sur l'ensemble de ces valeurs-là. Donc, ce sont nos rails, c'est un guide pour l'ensemble du déploiement de nos actions et donc je souhaitais vous les lire en guise de repère. Tout d'abord, l'implication de toutes et tous, citoyennes, citoyens, afin de faire de la santé mentale l'affaire de toutes et tous. Deuxième valeur, affirmation des droits et de la pleine citoyenneté des personnes usagères des services de santé mentale, tels que promus par la CIDPH, Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. La troisième valeur, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes confrontées à une souffrance, un trouble ou une situation de handicap d'ordre psychique. La quatrième valeur, la promotion des services de santé mentale, sanitaires, psychiatriques, sociaux et médico-sociaux intégrés dans la cité sur des territoires de proximité. La cinquième valeur, participation effective des personnes usagères des services de santé mentale, des aidants et des proches à l'amélioration de la qualité des services, de la recherche et de la formation. Et je crois que cette cinquième valeur est tout à fait en lien avec ce que l'on va discuter ce soir. Et enfin, sixième valeur, reconnaissance et valorisation des savoirs expérientiels en santé mentale. Donc, bien évidemment, l'ensemble de ces valeurs-là est complètement intriqué. Enfin, les valeurs sont intriquées les unes aux autres, avec comme fil conducteur l'idée que pour participer de manière effective, pour reprendre la cinquième valeur, eh bien, l'ensemble des autres valeurs doit être également respecté. Donc, l'amélioration des conditions de vie, de l'accès aux soins et les droits des usagers et des aidants résonnent comme le leitmotiv de l'ensemble de ces valeurs portées par le centre. Alors, le plan d'activité, puisque je vous ai parlé d'un programme annuel, mais également d'un programme quadriennal, qui arrive d'ailleurs à sa fin, parce que nous sommes dans un processus de reconduction du centre par l'OMS. Eh bien, ce plan d'activité se divise en 4, on va dire, grandes thématiques, en 4 axes de travail.
qui recouvrent des actions qui sont parfois très transversales et pour lequel la participation effective, ou en tout cas la promotion de la participation des usagers et des aidants citoyens au service de santé mentale, à la recherche et de la formation, donc le terme de référence numéro 3, est clairement identifié comme un des axes de travail principal de ce plan d'activité pour les 4 années qui viennent de s'écouler. Donc, on se situe vraiment dans ce terme de référence-là. Le premier n'est pas complètement décorrélé de cette participation-là et de cette thématique-là. Il vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé mentale communautaire. Le deuxième axe de travail est relatif au déploiement et au soutien du programme Quality Rights en France et en francophonie. Et enfin, le quatrième terme de référence est lui plus récent, mais il n'est pas moins corrélé à la promotion de la participation effective des usagers et des aidants. Il est en lien avec le déploiement des nouvelles technologies, dont les technologies numériques, dans le champ de la santé mentale, et notamment à essayer de mesurer l'impact de la participation des usagers dans ce domaine-là. Donc voilà pour notre plan d'activité. Alors expliquer un petit peu quels sont les repères d'où je parle, et également la façon dont la structure et notamment le centre met directement en application cette participation effective des usagers. Alors en première partie de notre échange ce soir, je souhaitais donner des repères historiques, pas en ce sens où ils ont marqué l'histoire, mais pour nous dire ce que sont les dates et les messages clés qui sont portés par les organisations internationales, notamment par l'OMS. Pourquoi commencer par ces dates-là? En guise de repères, parce que je perçois, mais je ne suis pas la seule à percevoir, c'est que la notion de participation effective des usagers et des aidants a l'air d'être une notion, récente. Alors quand je dis récente, c'est 5 à 10 ans. Elle est en réalité portée par notamment l'OMS, pour parler de l'organisation internationale que je connais bien, depuis maintenant près de 50 ans, presque une cinquantaine d'années, un demi-siècle. Et je crois qu'il est important, alors nous avons tous conscience qu'entre l'émergence des textes, leur application à un niveau international, leur application à un niveau national législatif, et leur mise en application et leur côté opérationnel, il peut s'écouler du temps. Cependant, je crois qu'il est quand même important d'avoir en tête dans quels textes ont été cités ces concepts-là, et d'imaginer que ils ne sont pas le fruit d'une évolution toute récente, bien que ce soit maintenant rattaché à des éléments du cadre législatif français récent. On parle beaucoup de démocratie sanitaire, et d'ailleurs pas seulement en psychiatrie et en santé mentale, mais voilà, il est important, je crois, en tout cas de garder en tête l'importance et la période pendant laquelle ont été cités les premiers mots. Et je vais vous proposer qu'on balaye rapidement les dates, puisqu'en fait, l'ensemble des concepts qui sont aujourd'hui mobilisés quand on parle de la participation effective des usagers et des aidants, de l'engagement des usagers et des aidants, eh bien, on se rend compte qu'au fil des années, depuis les années 80 et de la déclaration notamment d'Alma-Ata posée par l'OMS, l'ensemble des concepts ont progressivement émergé et ont évolué, on va dire, jusque dans les années 2010. Mais l'ensemble, on pourrait dire, des concepts ont été posés maintenant il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et se sont écoulés, on va dire, sur les 50 années qui ont précédé. Donc la première fois où ça a été posé, ça ne concernait pas seulement la psychiatrie et la santé mentale, mais ça concernait les soins de santé primaires. C'est dans la déclaration d'Alma-Ata, donc ça remonte, c'était en 1978. Alors j'ai extrait ce ne sont pas des verbatim, mais ce sont des extraits de textes. J'ai mis en gras les notions les plus importantes pour ne pas déformer la sémantique, et pour bien rappeler que ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle du CCOMS, mais c'est celle des textes directement validés et des rapports officiels de l'ensemble des conférences que je vais citer. Donc, la déclaration d'Alma-Ata précise que tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la mise en œuvre des soins. Donc, c'est la première fois qu'il y a vraiment la notion de droit et de devoir, et la double dimension qui est très intéressante et hyper importante actuellement dans la compréhension et la mise en application de ces concepts-là, de parler d'un niveau individuel et collectif pour permettre cet engagement et la création d'espace pour la participation effective des usagers et des aidants. Ensuite, il y a un texte extrêmement important auquel on fait beaucoup référence quand on parle également de la politique internationale de santé mentale portée par l'OMS. Il s'agit de la déclaration d'Helsinki et du plan d'action
qui a suivi cette déclaration. Donc, plan d'action sur la santé mentale pour l'Europe, qui a trouvé comme titre « Relever les défis, trouver des solutions » et qui énonçait il faut permettre aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale d'effectuer un choix et de participer à leurs propres soins, et ce, en fonction de leurs besoins et de leur sensibilité culturelle. Donc là, autre notion amenée, celle d'effectuer un choix et de participer à ces soins, spécifiquement dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Donc on est en 2005, c'était déjà posé par la déclaration d'Helsinki, avec un autre concept qui commence à émerger et qu'on pourrait, je pense, appeler aujourd'hui les savoirs expérientiels, et l'expertise d'expérience, puisque le rapport qui a suivi la déclaration d'Helsinki a énoncé des priorités, les principales priorités qui sont, je crois, 7 ou 8, et qui, dans sa 5e priorité, énonce la reconnaissance de l'expérience et de l'expertise des patients et des aidants, et s'en inspirer largement dans la planification et l'élaboration des services de santé mentale. Donc on était déjà, on est en 2021, donc il y a de ça maintenant une quinzaine d'années, on était déjà dans l'élaboration, dans la reconnaissance des savoirs expérientiels, dans la mobilisation d'une expertise basée sur l'expérience des personnes directement concernées et de leurs proches aidants, et d'imaginer que cette expérience ne serait pas seulement mise à profit à un premier niveau de participation et d'échange, mais était déjà à un niveau plus abouti de participation à la planification et l'élaboration des services de santé mentale. Il y a des pays, je les citerai tout à l'heure, qui ont pris ce pas, qui ont pris le train en marche, si j'ose dire, et qui ont réussi à structurer cette participation, à donner l'importance à cette expérience d'expertise à la hauteur de ce qui était attendu. Donc simplement pour dire aussi en écho à ce que l'on peut entendre aujourd'hui comme étant extrêmement innovant sur le plan de l'organisation, imaginez que l'expertise des patients et des aidants pourrait être mis au plus haut niveau de leur engagement à profit de l'élaboration des services de santé mentale, des stratégies, des plans d'action à l'échelle d'un secteur, d'un pôle. C'est certes innovant, mais c'est attendu depuis extrêmement longtemps, ça n'en est pas moins important, mais c'est simplement pour dire que tout ça est écrit dans des textes internationaux de longue date, mais pour lesquels, je pense, la connaissance est difficile à transmettre. On sait que dans les cursus de formation, je me suis déjà exprimée plusieurs fois, mais dans les cursus de formation, on n'a pas, ce ne sont pas ça ne fait pas partie, on va dire, de la formation initiale ni de la formation continue comme une information clé qui pourrait permettre de structurer, par exemple, quand on est en responsabilité institutionnelle à l'échelle d'un service, qui pourrait nous permettre de structurer l'organisation des services de santé mentale. Il est également précisé dans l'idée ou dans l'hypothèse où la non-participation ou la participation ne pourrait pas se faire, cette non-participation des patients et de leurs aidants au processus témoigne de la stigmatisation des problèmes de santé mentale et peut renforcer les comportements négatifs en la matière. Donc il y a également un point de vigilance très important qui est posé sur le fait que non seulement il est important de prioriser cette reconnaissance d'expertise, de la mettre au profit de la planification d'une organisation d'un service, mais que sont pointés d'ores et déjà les effets délétères et les conséquences néfastes de la non-reconnaissance et du coup de la non-participation effective des usagers et des aidants. Donc l'ensemble de ces notions ont continué d'être développées avec l'émergence du concept d'empowerment qui a rapidement été posé en 2009 exactement à l'occasion d'un partenariat qui a été fait entre l'OMS et la Commission européenne, où on a commencé à évoquer la notion alors je l'ai laissé en anglais ici, de decision making, donc de décision partagée, de codécision, de co-construction de la connaissance et de co-construction de la santé au service des usagers et des aidants dans les services de santé mentale. Et pour la première fois, il est proposé une définition de l'empowerment. Alors j'utilise encore le mot, je pourrais utiliser pouvoir d'agir, mais j'utilise encore l'anglicisme, mais bien qu'on sait que la traduction ne recouvrait pas toutes les finesses du mot anglais, mais avec une première définition qui a été posée et un point également important qui précise que la clé de ce pouvoir d'agir et de l'empowerment se trouve dans la transformation des rapports de force et de relations de pouvoir entre les individus, les groupes, les services et les gouvernements. Donc la notion de droit et de devoir de participation à sa santé date de 2005, la notion de reconnaissance de l'expertise et de l'expérience apparaît entre les années 2005-2010 avec Helsinki. La notion d'empowerment apparaît il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et ce que ça recouvre, c'est-à-dire que les points de vigilance qui sont les nôtres aujourd'hui et l'identification des résistances professionnelles qui sont absolument majeures, étaient déjà également posés comme des points de vigilance et comme une forme de courroie de transmission, quelque chose qui allait probablement embarquer la mise en application de l'empowerment
considérant la transformation des rapports qu'il faut en fait travailler, qu'il faut continuer de travailler et qui était déjà identifié comme une résistance potentielle, on va dire, dans les milieux professionnels. Bien qu'on pourrait en discuter, mais je sais que la notion des rapports de force, de pouvoir, les relations de pouvoir sont des choses un peu délicates à discuter, mais qui sont pourtant extrêmement importantes, je pense, à conscientiser et à prendre en compte quand on imagine la transformation des pratiques et l'évolution de la transformation des services en psychiatrie et en santé mentale. Ensuite, un peu plus récemment, c'est les dernières notions qui sont apparues dans les plans d'action de l'OMS, parce qu'effectivement, l'OMS fournit des plans d'action et des stratégies de manière assez régulière sur des programmes parfois qui peuvent durer 4, 5, 10, 20 ans. Là, ils ont élargi notamment les dernières durées des plans d'action. Mais dans le plan d'action pour la mise en œuvre d'une stratégie européenne pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, il était noté donc, dès les années 2000, sur le plan 2012-2016, l'évolution des responsabilités des patients et des professionnels des soins de santé, de manière à ce que ces premiers puissent jouer un rôle essentiel dans la prise en charge de leur maladie. Étaient notées également les stratégies d'autonomisation, avec comme avantage prévu d'utiliser plus efficacement les services de santé, de constituer également des groupes d'entraide, de permettre aux organisations de patients, alors advocacy, c'est des associations de défense connexes, de créer des relations de partenariat entre les patients, les aidants et les professionnels, en offrant des choix, des informations et des capacités. Donc étaient déjà présentes les notions d'accès à l'information, d'augmentation de la littératie, de permettre la structuration et l'organisation des représentations de patients, d'aidants, d'associations qu'il faut financer, qu'il faut permettre d'exister dans des espaces de concertation afin de construire des relations partenariales entre les professionnels et les usagers. Donc je répète au final les mots qui sont aujourd'hui énoncés et qui à mon sens sont des clés dans ce qu'on peut imaginer être la transformation des services de soins de santé mentale et de psychiatrie. Mais ce sont des repères extrêmement importants parce qu'ils étaient notés il y a de ça quelques années. Qu'est-ce que rajoute ce plan 2012-2016 comme notion importante? C'est la justification, et en fait, il passe à un niveau un peu supérieur, qui continue d'être un objectif absolument premier dans ce que peut être l'engagement et la participation des usagers en santé mentale et en psychiatrie actuellement. Il énonce: il a été également démontré scientifiquement que la qualité des services et des soins dans le domaine de la santé mentale augmentait avec la participation active des personnes souffrant de problèmes mentaux et de leurs familles. Les patients et leurs aidants devraient aussi contribuer à l'élaboration des programmes pédagogiques et participer à la formation afin que les spécialistes en santé mentale puissent se faire une meilleure idée de leurs besoins. Aujourd'hui, la participation des usagers et des aidants dans les cursus de formation commence à naître. Il est identifié, mais on pourra en discuter, il est identifié quand même comme un haut niveau de participation des usagers et des aidants. Il y a comme une forme, en tout cas on le porte de cette manière-là au CCOMS, il y a comme une forme de triptyque. Quand on pense l'engagement et la participation des usagers en santé mentale et en psychiatrie, on l'envisage dans les services de soins, à tous les niveaux possibles, on l'envisage dans les activités de recherche et on l'envisage également dans les activités d'enseignement. Ce n'est pas plus innovant récemment ou plus abouti. En tout cas, moi, il m'est apparu assez longuement qu'il pouvait être assez innovant d'imaginer la participation des usagers dans les cursus de formation, tel que ça a pu se faire à Paris 13 maintenant pour l'internat, le DES de médecine générale, tel que ça a pu se faire également à Montpellier avec Nicolas Rintaud sur une première année, notamment en PACES. Enfin, il commence à y avoir comme ça des initiatives qui restent encore trop locales, à mon sens, mais qui en fait étaient déjà posées comme un objectif absolument prioritaire il y a de ça un peu plus de 10 ans. Et enfin, la notion d'empowerment qui apparaît quand même comme je le disais un peu tout à l'heure, mais comme une courroie de transmission, on va dire un concept central dans l'engagement et la participation des usagers des aidants en santé mentale, eh bien, continue de trouver une définition et puis l'affirmation de sa priorisation dans le Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, qui, au moment de son écriture et de sa rédaction, était posée sur la période 2013-2020 et qui a été récemment élargie à la période 2013-2030 dans la dernière version cette année par l'OMS, et donc qui énonce clairement que l'emploiement des personnes
alors spécifiquement dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, et des aidants est une des priorités pour la prochaine décennie. Ils l'ont écrit en 2020 pour 2030, ça court jusqu'en 2030, donc c'est valable jusqu'en 2040, et ça doit continuer de fonder une clé de la transformation de la conduite de changement et de l'évolution des services de soins de santé mentale et de psychiatrie. Donc voilà un peu les repères que je voulais qu'on se remémore ensemble pour se rappeler un peu les années que je veux dire qui se sont écoulées depuis l'émergence de ces concepts. Je pense que c'est intéressant à prendre en compte aussi dans la temporalité de nos actions, dans l'idée de pouvoir envisager ou de mettre en application ces concepts-là. Il y a eu un cadre législatif français qui est intervenu dans l'intervalle, sur lequel on peut s'appuyer pour continuer de plaider pour l'évolution et la nouvelle structuration des soins de santé mentale. Concernant les concepts du coup qui sont mobilisés à travers cette historique, eh bien je les ai remis là. Ce sont des concepts qui sont éminemment liés. Alors, je ne les ai pas hiérarchisés. Ils apparaissent, on va dire, de manière... on pourrait les imaginer se croiser de manière aléatoire et se chevaucher en fonction des actions qui sont portées. Mais à mon sens, ils doivent tous coexister pour penser l'engagement, à la fois ce qui peut être les facteurs favorisants d'un engagement et d'une participation effective des usagers, des aidants en santé mentale, et ils peuvent également être les bénéfices attendus. Donc, participation des usagers, pouvoir d'agir ou empowerment, savoir expérientiel ou expertise d'expérience, pair aidance, que je ne classe pas, mais dans toutes ces formes, sous tous ces modèles, pair aidance, bénévole, professionnel, le rétablissement et la citoyenneté. Donc, des concepts qui sont extrêmement liés, des notions qui sont extrêmement intriquées et qui permettent, alors c'était les propos déjà tenus dans les années 70, mais qui sont tous importants à mobiliser pour continuer d'illustrer le renversement des rapports de domination entre État et société civile. Alors, ces rapports de domination, ces rapports de pouvoir sont largement cités quand on évoque également les groupes sociaux les plus défavorisés. Ça a été beaucoup cité dans l'éducation populaire, mais je crois qu'il ne faut pas s'interdire de mobiliser ces concepts-là dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, non pas considérant que les usagers des services de santé mentale sont plus défavorisés sur le plan social, c'est pas du tout ça, mais c'est considérant que leur voix a plus souvent été difficile à faire entendre, parce que on a l'héritage encore assez puissant de la folie, de ce qu'a été la déraison attribuée aux personnes qui pouvaient présenter des troubles de santé mentale et pour lesquels on sait qu'on a parfois on les rend éligibles à une forme d'exception, on va dire, souvent en psychiatrie, en santé mentale. Oui, la participation des usagers, mais quand même en psychiatrie, c'est souvent exceptionnel, mais quand même en psychiatrie, il y a des situations. C'est une des premières priorités posées également par le programme Quality Rights, c'est les modules de formation qui y sont attachés, c'est arriver à se défaire de cette exception que peut être la psychiatrie et la santé mentale pour donner voix aux usagers et aux aidants dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, et puis pour se permettre de mobiliser l'ensemble de ces concepts tels que nous le demande l'OMS depuis maintenant, vous l'avez vu, les années 80, et pour continuer d'asseoir de la manière la plus efficace possible la transformation et l'évolution des services de soins en santé mentale et en psychiatrie. Alors ensuite, quelques priorités pour les usagers, puisque là, du coup, on a eu la parole des textes, on a eu la parole de l'OMS, même si c'est des consortiums d'experts à un niveau mondial, donc c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé s'est prononcée, ce sont des propos qui sont assez puissants et puis qui s'appuient également sur des enquêtes qui ont été menées dans plusieurs pays et qui recueillent l'avis des personnes directement concernées, mais que je redonne ici. Et qui s'accorde complètement avec ce que disent les textes. Donc, si on veut commencer à co-construire, à co-décider, il faut aussi rapidement se remémorer la façon dont les usagers se sont prononcés et les priorités qu'eux ont posées pour penser cette évolution des services et penser les services de soins en santé mentale et en psychiatrie. Donc, le premier point, les opportunités associées à la pleine citoyenneté sont égales à celles des autres personnes, en tenant compte des ajustements nécessaires pour compenser un handicap, ce qui signifie qu'il n'y a pas de citoyens différents.
Il n'y a pas de citoyen différent, quel que soit le handicap que l'on peut présenter. Deuxième priorité, participer à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et des services de santé mentale. C'est souvent énoncé quand on parle de la participation des usagers. Il ne s'agit pas de participer en fin de process, il ne s'agit pas de participer à une relecture. Il s'agit de participer à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre. Ça veut dire dès la conception, on va dire, embryonnaire d'un projet, d'une politique et des services de santé mentale. Troisième priorité énoncée, rendre possible la mobilisation des représentants de patients et des familles, y compris par un soutien financier. C'est aussi complètement en accord avec ce qui était énoncé dans le plan 2012-2016, où il doit être rendu possible l'émergence des associations. Elle doit être rendue possible par des espaces, les espaces de concertation, mais également la façon dont ces associations peuvent être soutenues financièrement, comme ça a été du coup plus récemment fait en France, mais on va dire que c'est encore un peu compliqué parce que c'est structurellement pas toujours présent, peut-être un peu plus récemment dans les instances, mais ça reste encore compliqué. Et enfin, impliquer les utilisateurs et les familles dans l'amélioration de la qualité. Alors, il y a eu beaucoup de commissions avec la loi HPST, je le redis tout à l'heure, qui ont émergé et qui donnent la possibilité de pouvoir s'exprimer, aux représentants d'usagers de pouvoir s'exprimer sur la qualité des soins, mais reste encore, à mon sens, un grand écart entre ce que les textes sur le papier autorisent à faire et la façon dont ces retours peuvent être directement implémentés dans la réécriture de l'organisation des services. Alors, le concept d'empowerment, qui du coup, quand même, est une notion un peu clé, je voulais qu'on se remémore aussi ensemble la définition et ce que ça pouvait recouvrir. Alors, en insistant sur un point, donc je reprends la définition qui a été faite dans le plan MS en 2010 et qui fait référence au niveau de choix, de décision, d'influence et de contrôle que les usagers des services de santé mentale peuvent exercer sur les événements de leur vie. Donc, on sait que l'empowerment est une notion qui a également émergé dans les années 80, issu du monde du sida, avec le slogan « Rien sur nous sans nous », et qui a commencé à écrire, on va dire, les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire. Simplement rappeler qu'il s'agit d'un processus multidimensionnel. Je trouve que l'on a tendance, quand on parle d'empowerment, à ne considérer qu'une de ces trois dimensions, de celle qui a été énoncée par l'OMS dans un plan directement dédié à la définition en 2010 de ce qu'est l'empowerment. On a tendance à considérer souvent que son niveau individuel. Et d'ailleurs, je trouve que ça a généré beaucoup de critiques de ce que pouvait être le soutien au processus d'empowerment. Imaginons qu'il y avait un transfert de la charge ou de la responsabilité de l'institution à l'individu. On pourrait dire que ça pourrait être le penchant à imaginer que les personnes du coup peuvent participer, savoir ce qui est bon pour elles, peuvent s'engager pleinement. Imaginer que du coup l'institution se déleste un peu aussi de sa responsabilité et de son accompagnement nécessaire à cette prise de décision pour les personnes elles-mêmes, en tout cas dans la façon dont on peut soutenir ce processus d'empowerment. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'empowerment recouvre plusieurs dimensions. Il y a la dimension individuelle, il y a la dimension collective, il y a la dimension institutionnelle, sociétale. C'est à plusieurs niveaux. Si l'on considère que le processus d'empowerment peut s'opérer à la fois parce qu'on réunit les conditions nécessaires pour que l'individu, en tant que personne, puisse agir, mais également à un niveau communautaire, collectif et plus en avant structurel, alors il est considéré, on va dire que le processus est considéré dans sa définition complète, et là il peut opérer. Alors il y a 4 composantes qui ont été définies comme étant des composantes essentielles de sa définition. C'est la compréhension du rôle de la personne directement concernée dans une action, dans la façon dont elle pouvait être engagée ou participer à. L'accès à l'information en santé, donc continuer de permettre l'augmentation, la densification, ce qu'on appelle la littératie en santé et donc en santé mentale, la valorisation des compétences des personnes qui s'engagent directement ou qui participent dans les actions qui peuvent être proposées par l'institution ou qu'elles-mêmes proposent à l'institution, et puis surtout la création d'un environnement favorable. Donc c'est très en lien avec ce que j'énonçais sur la dimension collective, enfin le niveau collectif, le niveau structurel du soutien au processus d'empowerment. Il s'agit de créer des environnements locaux favorables
à la prise de parole et au soutien du processus d'empowerment. Donc là, je réénonce ce qui a été énoncé par Wallerstein, qui a été en fait la personne mandatée pour écrire le rapport OMS sur l'empowerment et qui réénonçait cette transformation des rapports de force et des relations de pouvoir. Je suis passée un peu rapidement dessus tout à l'heure, mais ça aussi, je faisais écho à l'éducation, à ce que nous enseigne l'éducation populaire. Je crois qu'il faut être capable de remise en question. Il faut également penser la complexité de ce que l'ensemble de la façon dont les rapports se façonnent et doivent nouvellement se façonner. Je sais qu'il n'est pas évident de s'entendre parler de rapports de force et de relations de pouvoir, mais je crois que ça dépasse. Il ne s'agit pas du tout d'avoir des positions culpabilisantes ou jugeantes, ce n'est pas du tout mes propos, mais l'idée c'est de prendre conscience que le système donne à voir ces différences et ces asymétries de pouvoir. Et donc, je pense que le fait d'en avoir conscience, c'est également considérer le système dans lequel on travaille et c'est créer des environnements qui seront favorables, ayant conscience de ces relations de pouvoir. D'un point de vue très opérationnel, ce dont je veux parler, nous, on le voit assez quotidiennement au CISOMES, on travaille en partenariat avec des usagers, donc ce ne sont pas des représentants d'usagers, mais des consultants qui sont usagers et qui nous expriment tout le temps que suivre une réunion, prendre la parole en réunion, suivre la temporalité des actions, suivre la temporalité des réunions, c'est quelque chose qui est compliqué. S'exprimer devant le corps soignant, quand bien même on est en réunion d'équipe dans des rapports très horizontaux, eh bien ça reste difficile. Alors soit on nous l'exprime, on le prend pour nous, on imagine qu'on fait tout pour que les rapports soient tout à fait horizontaux et du coup on est susceptible de ne pas accueillir correctement ce type de remarques. Bien au contraire, si on a bien conscience de la complexité et de la difficulté que peut générer eh bien, cette asymétrie de posture, de posture professionnelle ou de place autour d'une table au sein d'une réunion d'équipe, eh bien, on accède beaucoup plus facilement aux conditions qu'il faut respecter pour permettre que les échanges soient les plus favorables et les plus propices au fait que ça marche correctement et que la participation soit effective. Donc ça, c'était juste pour faire écho, quand on parle de rapports, de force, de relations de pouvoir, ça a été réévoqué dans un papier récent écrit par Marie Brown, qui est post-doctorante et qui essaye de défendre les cursus. Alors notamment, son focus, c'est le déploiement des cursus universitaires pour les personnes directement concernées, vivant avec un trouble psychique, et puis la présence des doctorants, chercheurs, pairs dans les filières universitaires aux États-Unis. Donc, c'est un plaidoyer assez important sur l'engagement et la participation effective des usagers dans les services de santé mentale et puis dans la réflexion et la réforme des systèmes et des politiques. Donc, c'est très intéressant et elle cite dans ce papier un TED Talk qui a été porté par cette jeune écrivaine issue du Niger que je vous invite à écouter et qui explique comment, c'est assez intéressant, Marie Brown explique ce qu'elle appelle le danger de l'histoire unique. Je vous l'ai mis parce que je trouvais l'écho au système de santé mentale et à la psychiatrie très intéressant. Je crois que ça nous permet aussi de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce sujet-là, mais qui explique à quel point la parole ne peut pas être portée, la parole des personnes directement concernées. Alors elle prend l'exemple de l'histoire des peuples et à quel point on ne peut pas raconter l'histoire de quelqu'un. On ne peut pas, à part faire passer son propos au second rang, il est essentiel de considérer que la personne doit s'exprimer, doit raconter son histoire de son point de vue, en fonction de son expertise, d'expérience, de l'histoire qui a été la sienne. Donc, elle explique les rapports de domination, les rapports de pouvoir, les rapports entre les peuples, et c'est repris par Marie Brown pour illustrer ce que peut être un engagement et une participation efficiente dans les services de santé mentale, considérant l'importance que l'on a à créer des climats favorables à la prise de parole multiples et à entendre les récits multiples des personnes qui sont directement concernées par les troubles de santé mentale, à ne pas faire un discours de masse de ce que pourrait être la position des usagers, la position des aidants, parce qu'elle viendrait assécher la multiplicité des discours, la multiplicité des histoires, et ce qui vient en fait générer la complexité dans le fait de penser cette participation effective en santé mentale et en psychiatrie.
Ensuite, pour terminer sur la notion d'empowerment, Emmanuel, je te laisse me dire jusqu'à quelle heure j'ai, parce que j'étais partie sur 20 minutes. Là, j'ai un peu... Tu as largement le temps. Ah, ok, super, merci. Bon, Il n'y ok, a ça marche. pas de problème. Ok, merci. On ne va pas t'arrêter là. D'accord, merci. Du coup, pour continuer sur la notion d'empowerment, eh bien, l'OMS s'est attachée à définir des indicateurs. Parce que si on veut pouvoir donner du relief à ce processus-là, il faut le définir, il faut le mettre en application et il faut l'évaluer. Et pour l'évaluer, ben, il faut poser des indicateurs de suivi, de processus et également de résultats. Donc, alors depuis, le nombre d'indicateurs a augmenté, mais à l'époque, il en était défini 19 qui étaient répartis dans 4 thématiques que sont le respect des droits, le principe de codécision, que les Anglais appellent le decision making, l'accès équitable aux services de soins de qualité, l'accès à l'information, très en lien avec la littératie en santé mentale que j'évoquais tout à l'heure, et la capacité organisationnelle locale, qui fait écho à cette capacité des institutions et des organisations à créer des climats favorables, des climats de confiance à la prise de parole et à la prise de position des usagers et des aidants, quelles que soient les strates, les instances, les réunions et les espaces de concertation, concernés. Donc le CCOMS a participé à cette recherche-là, qui est une recherche donc, qui est maintenant démarrée depuis, je crois, les années, c'était je l'ai mis en 2014, où il y avait un premier colloque qui avait été organisé pour poser la définition des indicateurs et essayer de les prioriser. C'est un travail qui s'est poursuivi en 2018 et qui est actuellement en cours, qui du coup a été réactualisé dans les suites du congrès de 2018 et qui pose maintenant près de 25 indicateurs qui sont en train d'être diffusés auprès de l'ensemble de professionnels d'usagers et d'aidants d'une dizaine de pays. Il s'agit d'une recherche internationale et avec des questions où on demande aux répondants de prioriser les actions, de nous dire s'ils pensent qu'elles sont opérationnelles au sein de leur pays, s'ils les jugent d'une importance très élevée ou peu élevée, si elles sont applicables, si l'information attenante leur est parvenue, etc. Donc, pour essayer aussi de mesurer la définition, parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de répondants qui nous ont fait savoir que les mots utilisés, quand on parle d'empowerment, c'était des mots qui n'étaient pas connus. Donc, il faut également faire attention à ce que peut véhiculer la notion et à ne pas non plus embarquer des mots valises qui commencent à perdre de leur sens au gré de leur utilisation et au fil des années. Alors, quelques repères maintenant sur la littérature internationale actuelle, la façon dont la littérature nous aide à structurer un peu notre pensée et les actions qu'on est susceptible de mener sur l'engagement et la participation effective des usagers et des aidants. Alors, je n'ai pas fait de revue systématique de la littérature. Alors, ça apparaît pas du tout dans le bon sens. L'animation ne va pas. Excusez-moi, je me permets de couper ça parce que là, ça va être compliqué. Voilà, excusez-moi. Vraiment, il y a une animation qui me permet... Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vous donner tout le détail. Voilà. Donc, je voulais simplement citer quelques articles qui sont, que l'on peut repérer dans la littérature, qui sont pas tout récents par ailleurs. Hein. Et c'est toujours intéressant de noter qu'il y a des auteurs qui ont planché sur le sujet à travers des études. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur des recherches de haut niveau de preuve, parce que je pense que c'est des recherches qui sont également difficiles à mener. Mais alors ça s'est beaucoup mené aux États-Unis, en Angleterre. Les Anglais sont quand même un peu, les pionniers sont quand même très en avant sur la façon dont ils arrivent à structurer la participation des usagers et des aidants dans les services. Mais simplement pour faire état de types d'études, et puis j'en ai extrait les principaux résultats. Il y a plusieurs façons de penser le sujet. Il y a des déclarations d'opinion, il y a des plaidoyers, mais il y a quand même quelques auteurs qui se sont attachés à mener un peu comme on le fait là sur la définition et la priorisation des indicateurs d'empowerment, la façon dont on peut faire un état des lieux ou alors comment on peut proposer l'identification des facteurs favorisant à une participation effective des usagers, les obstacles, et puis dégager des pistes d'action pour que ce soit rendu efficace. Donc voilà, là j'ai mis, il y a notamment 2 articles de 2003
et plus récemment de 2014 sur des enquêtes qui ont été menées auprès des usagers et auprès des professionnels pour savoir comment ils percevaient la participation. Est-ce que la participation des usagers était perçue de la même manière par les professionnels eux-mêmes et par les usagers, et surtout comment elle était perçue, est-ce qu'elle était perçue comme étant efficiente ou pas, et quels étaient selon eux les facteurs qui permettaient de rendre cette participation effective. Enfin, je voulais citer un autre papier. Donc ça, c'était pour illustrer le fait que vraiment, on entend un peu plus récemment, alors parce que probablement que ça mobilise aussi des concepts et des méthodologies de recherche plus rigoureuses, et je pense qu'il est indispensable qu'on déploie des recherches et des méthodologies de recherche qui nous permettent d'apporter la preuve de ce que peuvent être les facteurs facilitants ou les obstacles à une participation effective et à un engagement serein, si j'ose dire, des usagers et des aidants. Mais il est également important d'avoir en tête cette littérature qui date d'il y a plus d'une vingtaine d'années. Alors certes, avec des enquêtes, sont des enquêtes observationnelles, descriptives, transversales, une enquête à l'instant T. Mais je pense que ça peut quand même continuer de guider la façon dont on peut penser cette recherche, qui est décrite comme innovante. Alors, elle est innovante parce qu'on la commence en France, mais elle n'est pas innovante en ce sens où elle est demandée depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et je voulais également citer les recommandations de la WPA, qui est quand même un organisme important. C'est l'Association mondiale de psychiatrie qui se prononce sur beaucoup de sujets. La WPA, et puis parfois sur un côté pas visionnaire, mais très lucide. La WPS s'était prononcée en 2008, par exemple, sur les problèmes d'attractivité de la psychiatrie que l'on connaît tous à une échelle internationale, mais en France plus que jamais, avait posé des recommandations sur ce que devait être la lutte contre la stigmatisation en santé mentale, et s'était également prononcée sur la façon de construire le partenariat entre eux et sur les bonnes pratiques pour envisager le travail partenarial entre les usagers, les aidants et les professionnels du champ de la santé mentale. Donc pareil, je vous invite à prendre connaissance de ces recommandations. Elles ont été écrites en 2010, si je ne me trompe pas, ou peut-être 2008. Et elles terminent sur, donc là vous ne voyez plus, je pense, la slide, mais j'avais fait une capture d'écran des 10 recommandations qui ont été émises par la WPA et qui sont également tout à fait en accord avec ce que l'OMS dit de faire depuis les années 80 et qui sont heureusement aussi en accord avec le cadre législatif qui a été écrit plus récemment en France et qui continue de donner des repères sur le respect des droits, sur la création des climats, sur le fait de dédier des temps, de structurer cette participation et d'imaginer, ce seront un peu mes propos de conclusion, enfin que je porte à l'échange et à la discussion, mais sur la façon de structurer ça à travers des temps de travail dédiés et imaginer que ça ne peut pas saupoudrer. Peut-être que c'est compliqué à prioriser, mais c'est quand même ce qui ressort de l'ensemble de ces écrits, de l'ensemble de cette littérature, c'est que c'est un travail à part entière. Construire le travail partenarial et faciliter l'engagement des usagers, ce n'est pas en plus, ce n'est pas en sus, c'est la prise de conscience des textes, c'est comprendre ce que les textes disent, c'est comprendre les concepts qui sont mobilisés, c'est ce que dit la littérature, c'est également aller regarder ce qu'ont été les premiers résultats des premières enquêtes qui ont été menées il y a 10 ans, et c'est sur la base, je pense, de cette connaissance un peu multiple qu'on arrivera à essayer de gagner du temps, parce que je pense que vu l'état actuel, il faudrait probablement qu'on arrive à augmenter un peu la cadence. Donc sur la littérature internationale, ce que l'on peut en retirer, c'est qu'il y a plusieurs définitions de la participation, plusieurs niveaux de participation, le niveau d'échange, de rencontre informelle, le niveau de participation effective, le niveau de participation sur le moyen long terme dans des actions qui sont rémunérées, qui sont considérées, qui font parfois l'objet d'un travail, d'une expertise mobilisée. Donc ça, c'est très très clair. Et puis avec des niveaux de sollicitation qui sont également différents sur le plan structurel, ça peut être sur le plan individuel, organisationnel, social et ou politique, quand on considère la participation à des écrits portés par les tutelles ou par les services étatiques notamment. Alors, quels sont les facteurs favorisants qui sont identifiés? Donc, je l'ai déjà un peu énoncé, mais des espaces de participation dédiés qui sont structurés, un accompagnement des personnes concernées, non pas simplement l'idée de pouvoir mobiliser comme ça une expertise à l'instant T, mais comprendre un peu le sens que ça a pour la personne et puis faciliter, l'accompagner dans le sens où on facilite la prise de parole. La reconnaissance des expertises, d'expérience et des savoirs expérientiels.
Il y a tout un travail en ce moment qui est lié aussi à la reconnaissance de ces savoirs-là. Je pense qu'il est compliqué de penser l'engagement des usagers et des aidants si on ne reconnaît pas l'expertise, si on ne reconnaît pas l'expertise d'expérience. Et il ne s'agit pas juste d'être convaincu en expliquant que les savoirs sont complémentaires. Il faut comprendre la façon dont on peut, en tout cas je pense que c'est aussi un champ de la recherche, d'essayer d'imaginer la façon dont on peut permettre la reconnaissance, la diffusion de ces savoirs expérientiels et la façon dont ils se complémentarisent avec les savoirs académiques. Puisqu'aujourd'hui, il est très politiquement incorrect de dire mais je suis contre les savoirs d'expérience ou la reconnaissance de l'expertise d'expérience. Certes, en pratique sur le terrain, comment ça se passe, comment ça se matérialise, comment on donne la voix à un expert d'expérience, là, généralement, c'est autre chose. Donc, je pense que penser ces facteurs favorisants, c'est être convaincu aussi par l'ensemble des concepts qui sont mobilisés à travers ça. Dans les facteurs favorisants, eh bien, apparaissent également la rémunération. C'est très important à considérer, c'est demandé, ça a été écrit dans tous les textes, que ce soit les textes internationaux, la littérature et là plus récemment également dans les textes de référence français. Autour d'une table, quand on est en réunion, moi je suis sur mon temps de travail, une personne qui est usagère ou qui est aidante n'est pas sur son temps de travail. Quand je parle d'asymétrie des rapports, d'asymétrie des pouvoirs, il ne s'agit pas de vouloir être en position de domination parce que je suis sur mon temps de travail, mais si je ne conscientise pas le fait que je suis dans un espace de réunion, de partage et que certains sont rémunérés et pas d'autres, eh bien ça va contribuer à cette asymétrie de pouvoir et donc à cette asymétrie de prise de parole. Donc c'est aussi cette prise de conscience de l'ensemble de ces facteurs-là. Dans les facteurs qui sont limitants, pardon pour la faute d'orthographe, il y a la stigmatisation. Je parlais tout à l'heure de l'exception qui est faite à la psychiatrie. L'idée que la participation, parce que l'ensemble des textes qui ont été portés par l'OMS, certains sont spécifiques à la santé mentale et à la psychiatrie, mais certains concernent la santé en général. Et c'est également le cas des textes français. Il faut faire attention à la stigmatisation encore très présente dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, cette exception de oui, mais parfois la personne qui souffre d'un trouble de santé mentale n'est pas à même de. Très bien, mais ce sont des situations exceptionnelles qui ne doivent pas faire le lit de la façon dont on pense une participation effective. Sinon, je pense qu'on renverse vraiment le problème et on va continuer de penser sur des situations extrêmes qui viennent encore trancher ceux qui sont à même de réfléchir et de se prononcer, ceux qui sont moins à même de le faire. Donc, je crois que la stigmatisation en psychiatrie, en santé mentale, a longtemps limité aussi la façon dont les personnes pouvaient prendre la parole, s'exprimer pour elles-mêmes en leur nom. Et je crois que c'est aussi un des concepts qu'il faut avoir bien en tête. La résistance professionnelle, oui, parce que je pense que les professionnels ne sont pas formés, ne sont pas acculturés à l'ensemble des concepts qui sont mobilisés par la participation effective et efficiente des usagers et des aidants en santé mentale. Et enfin, les conditions de la participation, j'évoquais comme exemple les réunions d'équipe, mais c'est vrai que j'en parlais encore avec un collègue tout à l'heure, les lieux de partage de ces expertises, les lieux où on mobilise la participation, on essaye de permettre cette participation effective, sont aussi parfois dans des lieux, dans des temporalités qui sont lourdes de sens pour les usagers en santé mentale. Voilà, je prends l'exemple de réunions qui se passent à l'hôpital psychiatrique, dans une annexe d'un service fermé, qui a des pratiques qui peuvent évoquer des dimensions du soin ou une époque où une personne a reçu des soins et qui peuvent du coup venir figer la façon dont la personne se présente en réunion. Enfin, vous voyez, je rentre un peu dans le détail, mais c'est aussi cette considération de détails, mais qui n'en sont pas en réalité, qui peuvent venir contraindre ou limiter la façon dont une participation se passe de manière, on va dire, efficace et efficiente. Et enfin, sur les avantages, donc toujours issus un peu de la littérature, eh bien, l'idée, c'est d'avoir en tête que l'on capitalise, alors c'est peut-être du temps de travail, je parle pour les professionnels, mais du temps de travail dédié à une priorité qui n'est pas là, qui ne paraît pas tout de suite avantageuse, mais qui en fait a des avantages qui sont décrits dans la littérature, parce que derrière, il y a une meilleure adaptation de l'offre de soins aux besoins, il y a une meilleure sollicitation des besoins, une meilleure sollicitation des services de santé, le soutien à l'inclusion, à des positions, à l'inclusion des usagers et des aidants, et inclusion, je parle au sens large, hein, c'est faire partie d'eux, être utile dans la collectivité dans laquelle on évolue. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir capitaliser
sur le long terme. Et c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas assez transmis. Donc, dans l'idée que la participation des usagers des aidants ne doit pas être une charge. Il ne faut pas imaginer que c'est une charge supplémentaire en plus du reste du travail, mais que ça vient compléter la façon dont on doit penser le travail, imaginant que à terme, eh bien, la qualité des soins n'en sera que meilleure. Quelques repères, je continue de faire attention à l'heure sur la législation française. Donc, on a évoqué les dates, je voulais évoquer les concepts que cela mobilise, les quelques repères que la littérature internationale nous donne, et maintenant en France, pour essayer d'avoir un peu des repères sur où on en est dans tout ce paysage, les textes, le manque d'application, le temps qui s'est écoulé depuis, ce que dit la littérature internationale. Eh bien, en France, on a avancé, on va dire qu'on a eu la rédaction de textes phares. Je pense que l'évolution a été beaucoup plus rapide et maintenant beaucoup plus prégnante dans le champ du médico-social et du social. Le sanitaire reste encore en retrait sur ces sujets-là. Mais quand même, depuis plus de 20 ans, les politiques d'action sociale, médico-sociale et de santé ont placé la personne dans les objectifs, dans les textes, c'est écrit, ont placé la personne ou sa famille dans une position décisionnelle sur tous les projets et les dispositifs qui la concernent. Donc, il y a quand même beaucoup de dispositifs à l'échelle de la ville, aux côtés des élus, qui ont été montés et qui permettent cette démocratie et ces instances, on va dire, participatives. Dans le champ du sanitaire, il y a eu quelques avancées. Donc là, j'avais cité la loi de 2002 sur rénovant l'action sociale et médico-sociale, complétée par la loi de 2005. Je passe l'ensemble des autres textes 2014, 2017, 2018, d'ailleurs que je ne connais pas tous, mais qui ont quand même marqué, on va dire, le champ social. Dans le champ du sanitaire, je crois qu'on a deux grandes dates à se rappeler. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui clairement met le pied à l'étrier de ce changement. On parle de changement de paradigme, ça a été un peu galvaudé maintenant comme terme, mais clairement qui a quand même redéfini ce qu'étaient les droits fondamentaux, notamment le droit à l'information, à l'accès aux informations relatives à la santé, à la recherche du consentement, et qui a quand même refaçonné les liens entre soignants, soignés, et qui a essayé de mettre un terme, si j'ose dire, hein, c'est un peu péjoratif, mais qui a essayé quand même de mettre un terme à la médecine paternaliste et qui fait émerger une personne en demande de soins, maître de ses choix et acteur de sa propre santé. Alors là, c'est pareil, la loi 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, c'est pas spécifique à la psychiatrie et à la santé mentale. Moi, j'aime bien me rappeler aussi, quand on engage ces discussions et la complexité qu'elle soulève, l'idée qu'on n'est pas à part en psychiatrie et en santé mentale. On a parfois cette impression de devoir défendre ou de plaider de manière un peu à contre-courant, de manière militante. Je veux dire que quand on regarde soit l'histoire des textes à l'international ou soit le cadre législatif français, c'est le monde de la santé que ça concerne. Imaginez de revisiter les rapports de pouvoir, les rapports soignants-soignés. Je pense que la psychiatrie et la santé mentale doivent davantage y penser parce qu'il y a cette exception de la psychiatrie, de la déraison, de la personne qui souffre ou qui vit avec un trouble psychique. Mais il faut aussi se rappeler que c'est à l'ensemble du monde de la santé que ça a été appliqué. Et enfin, en 2009, il y a cette fameuse réforme qui fait beaucoup débat aujourd'hui sur ce que ça a généré du fonctionnement de l'hôpital, mais ce n'est pas le pendant de la loi qu'on évoque aujourd'hui, mais qui porte réforme la réforme de l'hôpital est relative aux patients, à la santé, au territoire, mais qui surtout énonce dans ce texte la volonté de favoriser la participation des patients, des usagers à l'élaboration des politiques publiques par l'instauration de droits collectifs de représentation dans les instances de concertation, instances de consultation, donc qui ont créé les commissions des usagers, l'ensemble des commissions qui permettent aux représentants et ou aux usagers de pouvoir siéger dans les instances et d'être consultés pour les politiques de santé à l'échelle parfois de services, de secteurs, de pôles ou même d'établissements. Et enfin, je voulais également citer pour la partie repères français, on va dire, donc on a quand même ces deux grandes dates qui font foi, et puis on a ce rapport de la HAS qui est assez récent,
qui date de juillet 2020. Donc là, j'ai fait une capture d'écran de sa synthèse, puisque là, l'essentiel qui est noté dans l'encadré que vous voyez eh bien, reprend les 5 priorités qui ont été dégagées par cette synthèse. Donc, il s'intitule « Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire ». Et une fois encore, alors qui a été rédigé en partie piloté par Jean-Charles Verret, qui est d'ailleurs un collègue avec qui on a eu l'occasion de travailler avec l'Université Paris 13, qui porte la licence et le programme médiateur de santé pair. Mais c'est intéressant, le rapport de la HAS sur la recommandation des bonnes pratiques, il n'est pas spécifique à la santé mentale et à la psychiatrie, et pourtant, il est extrêmement en phase avec l'ensemble des concepts que j'ai cités comme devant être mobilisés dans ce champ-là. Donc, le rapport parle du plus haut niveau d'engagement qui doit être prévu, des modalités de reconnaissance des personnes qui sont engagées dans les actions, l'idée que les concepts d'empowerment, de rétablissement, de démocratie, de rémunération, de création d'espace sont tous évoqués. Et je crois qu'on peut aussi se rassurer pour ne pas imaginer qu'on est à contre-courant en psychiatrie ou qu'on se voue à des discours un peu extrémistes. Ils sont au contraire complètement dans les clous. Et si pour une fois, la psychiatrie et la santé mentale peut être en avance sur l'ensemble de ces concepts-là, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, je voulais finir avec les exemples. Alors là, j'ai mis exemple au singulier parce que j'ai cité la façon dont le CCOMS fonctionne, la façon dont on peut imaginer sur le terrain. Alors nous, on est rattaché à un EPSM, un établissement public de santé mentale, mais on ne se situe pas à l'échelle d'un service de soins. Mais déjà, on va dire sur le plan organisationnel, structurel, quelles sont les actions que l'on porte qui se construisent en écho avec l'ensemble de ces concepts-là. Et bien évidemment, je ne cite pas, mais peut-être que dans la discussion, Emmanuel, tu pourras aussi citer les actions du laboratoire de Maison Blanche, dans le cadre aussi de ce qui est porté par le GHU et du partenaire dans lequel le webinaire est monté et qui du coup aussi a un écho concret à la façon dont on peut structurer ces espaces, que ce soit l'accès à l'information ou que ce soit la façon dont aussi les programmes ou le soutien à l'émergence des médiateurs de santé pair, si je prends l'exemple de la pair aidance comme concept mobilisé, eh bien peut-être illustré au sein du GHU. Mais pour vous donner un exemple au CCOMS de la façon dont ça se structure, concernant le travail partenarial, donc l'OMS répète souvent qu'on n'est pas... on est partenaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une relation asymétrique, on est tous au même niveau sur un rapport horizontal et donc on travaille en partenariat sans mettre les personnes au centre. Il ne s'agit pas de mettre un chercheur pair au centre d'une équipe, de mettre un médiateur de santé pair au centre d'une dynamique d'équipe, non. Travail partenarial, équilibré, symétrique. Et donc, au sein du CCOMS, on a une équipe, il faut imaginer qu'on a une trentaine de personnes, on est l'équivalent d'une quinzaine de TP, et font partie de notre équipe un chercheur pair, donc, qui est une personne usagère, qui déploie une expertise d'expérience appliquée au domaine de la recherche. 2 consultants qui sont des usagers, usagers ou ex-usagers, qui font partie intégrante de l'équipe. Du côté de la pair aidance professionnelle, eh bien, on travaille aussi en partenariat avec un médiateur de santé pair. Concernant le déploiement, on va dire, de la pair aidance, le CCOMS porte le programme médiateur de santé pair à travers le modèle de la pair aidance professionnelle. Il n'est pas exclusif, il n'exclut pas les autres modèles de déploiement de la pair aidance, notamment bénévole. Mais on porte effectivement l'idée de pouvoir créer un métier, aussi un peu dans la continuité d'imaginer que les médiateurs de santé pair puissent se former par le biais de la licence à l'université, puissent ensuite avoir accès à un doctorat, puissent être chercheurs et puis investir les filières universitaires et être reconnus par leur expertise et leur savoir expérientiel au même titre qu'un savoir académique, être nommé au plus haut grade de ce que l'université propose aujourd'hui. Je crois que c'est le portage d'un programme, l'ambition qu'on peut se donner avec des repères aussi internationaux comme la démarche portée par le docteur Brown que j'ai cité tout à l'heure, notamment aux États-Unis, ou alors avec ce que le système anglais propose de faire dans cette branche-là. Concernant la participation des usagers et des aidants, simplement pour citer le type d'action que l'on peut mener quand je parle du triptyque sur la déclinaison de la participation des usagers,
dans les systèmes de soins, dans les activités de recherche et les activités d'enseignement. Eh bien, dans le domaine de la recherche, ça s'est par exemple concrétisé par la participation des usagers à la relecture de la classification internationale des maladies. Ça s'est concrétisé dans le cadre des services de soins par un état des lieux très large à l'international qui va être d'ailleurs rendu à l'OMS sur la façon dont les services, auprès d'une dizaine de pays, on l'a fait, les services fonctionnent pour faire émerger une participation effective des usagers dans leur strate, gouvernance, services respectifs. L'ensemble des actions de formation qui sont portées par le centre se font dès l'émergence de l'idée d'une création de formation en co-construction, en co-design, en co-développement. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de s'appliquer. Et c'est clairement, je pense qu'on peut en témoigner de manière directe, ça demande d'être proactif sur la façon dont on pense ce sujet-là et la façon dont on le porte. Quand je dis que c'est un espace, la structuration d'un travail à part entière, c'est la mission d'une collègue à part entière de pouvoir penser la structuration de la participation des usagers. Donc ça, c'est une action qui est très transversale, mais qui, voilà, concrètement, se définit par des actions pour lesquelles il faut vraiment il faut structurer un environnement de travail dédié. On a également essayé de penser la participation des usagers et des aidants dans les conseils locaux de santé mentale. Et puis, plus spécifiquement sur la notion d'empowerment que je développais tout à l'heure, eh bien, il y a un groupe de travail en cours sur l'émergence, la reconnaissance, la définition, les tentatives de définition, la reconnaissance et la diffusion des savoirs expérientiels. Et puis, une recherche, celle que j'évoquais tout à l'heure, sur la définition et la priorisation des indicateurs d'empowerment que l'on doit également rendre à l'OMS et qui est en cours maintenant depuis près de 6 ans, qui a été actualisé au fil des années. Et donc, je terminerai sur les perspectives, sur la façon dont on peut... Comment faire, en fait, j'ai envie de poser la question comment faire. Eu égard à la connaissance des textes internationaux, mais la difficulté que l'on a à s'en saisir et à les mettre en application, eu égard à ce que nous dit la littérature internationale et dans l'idée de pousser des activités de recherche d'un peu plus haut niveau de grade. Donc, je crois que la première question à se poser, c'est le changement de culture qui doit se faire, changement de culture ou alors nouvelle acculturation à l'ensemble de ces concepts-là, changement de paradigme. Mais j'aime bien la notion de changement de culture parce que je crois que c'est vraiment... on est formé d'une certaine manière, se déformer et se reformer, ça participe à un processus d'acculturation. Donc en pratique, quand même, ce qu'il en ressort, les messages clés que je voulais partager avec vous ce soir, c'est d'un point de vue opérationnel, je crois que ce qui est écrit dans les textes, même ce qui est écrit dans le rapport de l'HAS, c'est limpide. Quand on le lit, on ne peut être que d'accord. Mais je crois qu'il manque une strate qui est la mise en application, la façon dont on rend tout ça opérationnel et qui, à mon avis, doit faire l'objet de sujets de recherche, mais juste pour citer les mots-clés, le climat de confiance, les espaces de travail, les conditions de travail dédiées, structurées, la prise de conscience de la symétrie des pouvoirs, voilà, qui passe par la forme de remise en question de la façon dont on a fonctionné en psychiatrie et en santé mentale, la prise de conscience de la temporalité des actions que l'on mène quand on veut envisager la participation des usagers. Imaginez que la façon dont le rush, si j'ose dire, dans lequel on travaille, encore plus contexte post-Covid, embarque parfois des temporalités de travail qui sont parfois assez abstraites pour les personnes qui ne sont pas directement rémunérées ou directement affiliées à l'organisation de travail à laquelle nous appartenons. Donc un temps de travail dédié, et imaginez que c'est un investissement en temps et en argent, pour lesquels les effets et les avantages sont maintenant documentés par les organisations internationales ou par les quelques recherches qui ont pu être menées, ou en tout cas par ceux qui ont déjà engagé ces actions-là il y a 20 ans et qui peuvent témoigner 20 ans après de la façon dont ça a repensé, remanié les services de soins de santé mentale. Pour participer à ce changement de culture, passer par le benchmark international, je sais que ça pose parfois un peu souci. Cependant, je vois un peu la façon dont on a eu accès à de l'information, alors peut-être par la posture du CSOMS, mais il y a quand même un travail à aller chercher à l'international. Le modèle anglais est particulièrement abouti. Pour vous donner un exemple, le modèle anglais, ils en sont au stade où ils ont écrit une stratégie à l'échelle d'un service et plus largement à l'échelle de leur pays. La stratégie, donc stratégie au sens noble du terme, stratégie, plan d'action, objectif, évaluation de processus de résultats, avec des indicateurs identifiés sur la stratégie qui permet la participation effective des usagers et des aidants. Je crois que quand on en sera là, quand on sera à même d'écrire une stratégie à l'échelle d'un service, ce sera ça montrera qu'on aura beaucoup avancé. Ensuite, mettre la priorité sur les activités de recherche, bien sûr, avec une méthodologie rigoureuse.
quels effets de cette participation, quels facteurs favorisant le déploiement sont identifiés en France, parce que j'imagine que la littérature peut nous donner à voir des indications sur ces facteurs facilitant ces obstacles, mais je pense qu'il faut maintenant préciser ceux qui sont propres à la culture française, à la façon dont les services de santé français fonctionnent. Donc, identifier les facteurs d'implémentation réussis et utiliser des outils plus ou moins validés. On entend beaucoup parler des PREMS et des PROM, donc les Patient Reports Measure et les Patient Reports Outcome Measure, je crois, qui sont des outils validés pour donner la parole avec des questionnaires, des outils validés aux usagers. Je pense que c'est très bien de s'appuyer sur ces outils-là, toujours en écho avec ce qui a été mené jusqu'alors. Et puis enfin, je crois fortement, et Emmanuel, je pense que tu seras d'accord aussi, parce que c'est une des actions très fortes aussi du laboratoire que tu diriges, mais les actions de formation. Quand on parle d'acculturation, je crois qu'on ne peut pas parler de changement de culture, de changement de pratique si on ne parle pas de formation. Donc des actions de formation initiale. Si on parle de la participation des usagers, des aidants dans les cursus de formation, eh bien, en tout cas, pour parler des professionnels du champ de la santé, du sanitaire et notamment les médecins, c'est probablement dès le second cycle qu'il faut commencer ce rapport ou cette conscientisation de ce que peut être les rapports soignants-soignés et la façon dont on pense ce travail partenarial, et puis également des actions de formation continue auprès des professionnels qui doivent être priorisés si on veut que ce soit rapidement pris en compte dans le quotidien des pratiques des professionnels de tout secteur du champ de la santé mentale. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Alors, je ne t'entends pas, Emmanuel, ton micro est coupé. Eh bien, un grand merci pour cette présentation passionnante et passionnée. Vraiment, je pense vraiment que ça peut aider tous les participants ici à mieux comprendre déjà en fait le contexte global et international. Je crois que souvent ça nous manque, moi j'en ai fait l'expérience que souvent c'était quelque chose qui nous manquait d'avoir cette vision et puis de savoir qu'il y a vraiment ces accrochages avec les axes internationaux portés par l'OMS et que ça représente en fait des choses abouties déjà et pensées, comme tu l'as remis au niveau des origines, etc. Il y a quand même une généalogie de ces questions de participation qui existent depuis longtemps. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, donc la présentation en entonnoir que tu as pu faire est vraiment passionnante avec tous les enjeux qui ont été développés et les questions que nous rencontrons. Aujourd'hui, évidemment, sur le territoire et le périmètre du GHU. Donc, grand merci. Moi, ça redonne encore des billes et puis des compréhensions nouvelles. Alors, on avait... il y a des choses que je n'ai pas vues. Je vais donner la parole à Elisabetta qui a qui a levé la main et puis on pourra reprendre peut-être des questions dans le chat, surtout n'hésitez pas. Elisabetta. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir à Déborah. Merci beaucoup. En fait, vraiment, c'est passionnant. J'avais une question. J'étais très intéressée par la perspective que tu ouvrais à la fin sur quoi faire pour que ça devienne concret. Et tu évoquais la notion de formation, en fait, et des médecins, que ce soit dans la formation initiale et continue. Une fois que le constat est fait, c'est certes, je le partage, tout le monde le partage, mais quels sont les leviers, où agir, comment agir pour faciliter, accompagner ce changement? Ça, c'est une première question, c'est la question, et après, je vais juste un petit commentaire, parce que tu évoquais les indicateurs de performance, PREMS et PROMS. Donc, oui, effectivement, ils sont en plein développement, et nous avons fait une expérimentation en début d'année au GHU, sur l'appréciation de la qualité des soins et de l'expérience de soins vue du point de vue du patient, en se greffant au pilote de l'OCDE. Et donc, les résultats vont être publiés probablement entre la fin de l'année et le début de l'année. Et puis, l'expérimentation continue et nous avons la chance tu évoques beaucoup
l'implication du terrain. Et je pense qu'au GHU, nous avons la chance d'avoir une direction d'établissement qui est très impliquée dans sur ce sujet, très porteuse. Et ben voilà, tout ce qui se passe autour d'Emmanuel sur le savoir, sur le partenariat en santé, on est le témoin. Et donc, ben, là, il faut aller parce que, comme tu disais, je pense que l'analyse est faite. Maintenant, il faut transformer l'essai. Merci. Merci Elisabetta pour ton commentaire et ta question. Alors, c'est vrai que tu poses une question, c'est la question qu'il faut se poser. Après, le constat par où commencer, je pense qu'il faut probablement un leadership, je dirais. Sans leadership, alors il n'est pas forcément médical, hein, faut pas se méprendre, mais un leadership au sein, alors à l'échelle d'un service pour commencer un secteur d'un pôle et en même temps probablement que l'ensemble des actions doivent converger. Au GHU, vous avez quand même un leadership institutionnel, une forme de leadership institutionnel, ne serait-ce que par les actions portées par le laboratoire. Là, l'action de formation que peut-être aussi le webinaire ou d'échange ou de rencontres. Je ne sais pas s'il y a un endroit par lequel il faut commencer. Je crois que ça dépend de la dynamique de terrain. Probablement qu'il faut engager les actions de formation en même temps que créer un portage institutionnel, en même temps que d'identifier la cellule opérationnelle de leadership, en même temps que... et puis, il faut vraiment, nous, ce qu'on constate au quotidien au CCOMS, c'est cet espace-temps. Je ne sais pas comment le dire plus concrètement que ça, c'est l'idée que c'est aussi beaucoup de relationnel. Favoriser la participation des usagers et des aidants. C'est du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas, quand je disais tout à l'heure, ça ne vient pas saupoudrer les axes de travail de manière, on dit souvent, oui, de manière très transversale. Ça ne va pas peut-être commencer déjà par identifier la personne qui va structurer la participation des usagers et des aidants en santé mentale. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est imaginer que tout le monde le fait un petit peu, oui, de manière transversale, mais oui, mais du coup, on travaille avec un médiateur de santé pair, donc nous, la participation, mais c'est pas ça. Si on considère que ça se passe à un niveau individuel, au niveau des instances, mais ça prend du temps. Donc, je pense qu'il faut identifier le leadership à un niveau institutionnel, identifier le leadership à un niveau opérationnel, identifier ensuite le réseau d'acteurs susceptibles d'être mobilisés, écrire les conventions, alors c'est très opérationnel, hein, écrire les conventions qui vont permettre de penser la rémunération, la participation, identifier la personne qui sera la personne relais avec les personnes qui vont être sollicitées, mobilisées pour participer. Qui est le contact quand une réunion est plus difficile, qui est contacté pour annuler, qui est contacté pour accompagner, pour continuer d'être le relais d'une information qui n'a pas pu être transmise parce que la participation a été compliquée à tel moment, à tel endroit pour telle personne, parce que c'était plus difficile. C'est penser ces espaces de travail. Donc je crois qu'après, moi j'aurais même tendance à penser qu'il faut le porter en groupe de travail, c'est-à-dire qu'il penser le leadership à un niveau local, créer l'environnement local, c'est identifier des personnes qui sont dédiées à la structuration de la participation des usagers dans leur environnement de travail. Je pense que ça commence par ça. L'identification des acteurs et ensuite le portage. C'est vrai que moi j'aime bien la structuration en groupe de travail parce que je trouve que ça donne des missions, ça évite de diffuser des missions dont chacun se pense investi, donc que personne ne porte. Mais probablement que ça passe par cette identification-là. Et après, je ne hiérarchise pas. Je pense qu'il y a deux concerts, la façon de pouvoir proposer des actions de formation aux personnes qui sont déjà diplômées. Alors bien évidemment, les actions de formation initiale, il faut que ce soit porté par l'université, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui a la main là-dessus. Donc c'est aussi à l'université de s'en saisir, je pense. Donc on a clairement là-dessus, c'est un peu plus compliqué, mais les actions de formation qui sont portées, travailler avec la NFH à un certain niveau, la NFH commence à proposer ce type de contenu. Il faut proposer des intervenants qui soient des usagers enseignants. Donc tout ça peut se penser de concert. Après, bien évidemment, réalité de terrain oblige avec les moyens du bord. S'il est d'abord compliqué de penser l'action de formation, eh ben, mettons d'abord l'énergie à penser la construction du groupe de travail, l'identification du leadership. Mais vraiment, à mon sens, le plus important, c'est déjà la conscientiser et donc opérationnaliser la structuration de la participation. Ne pas imaginer que c'est quelque chose en sus qui va se faire tout seul au gré de la mise en application des actions ou des concepts mobilisés. Ça se structure, c'est du temps et ça se priorise.
si ça se priorise, ça prend du temps sur autre chose. Donc, c'est ça aussi, c'est la course à oui, mais si je priorise la participation des usagers, je ne vais plus avoir. Bah oui, choisir, c'est renoncer. Et là, l'idée, c'est de dire, mais c'est prioritaire. C'est prioritaire. C'est aussi une action clé de la transformation des services. Donc, c'est à prioriser, c'est à structurer comme on le ferait. On met beaucoup d'énergie à structurer l'écriture, je ne sais pas moi, l'écriture d'un projet de recherche dans le cadre d'un PREPS. Et ben voilà, en l'année 2022, on priorise la structuration. On écrit une stratégie à l'échelle d'un service pour la structuration de la participation des usagers. Je pense que d'un point de vue très opérationnel, ça peut aussi se concrétiser de cette manière-là. Du temps, de l'argent, de la structuration et des espaces dédiés avec des fonctions dédiées par personnel. Donc, il y a une personne dans l'équipe, dans la nôtre, il y a une personne qui est dédiée à la structuration de la participation des usagers. Ça ne peut pas se faire comme ça, de manière poreuse à travers les actions. Merci. Je sais pas si ça... Ouais, je rajouterais le temps. Dans la notion de temps, c'est le temps pour la rencontre, en fait. Tout à fait. Tout à fait. D'accord avec toi, mais il y a vraiment cette nécessité qui a sans doute été complètement, enfin, qui a été pas, qui est un constat d'obstacle dans les années précédentes que si on ne fait pas et on ne prend pas le temps de se rencontrer, d'échanger, de construire nos savoirs, de vivre des choses ensemble, en fait, on a beaucoup de mal à pouvoir formaliser cette notion de participation et ces formes de participation dans une institution. Donc, il y a vraiment je pense vraiment ça, c'est important. Il y avait Céline van der Elst qui disait au tout début, à un moment où tu as parlé, je crois que c'est lorsque tu as abordé l'empowerment et les différents niveaux, qui disait le plus difficile est de développer l'empowerment au niveau structurel, mais peut-être que ce processus remontera du bas vers le haut. Et Bénédicte avait ajouté absolument. Je ne sais pas, Céline, si vous voulez prendre la parole sur ça, mais ce qui est clair, c'est que l'empowerment, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit là sur cette analyse avec la participation, c'est qu'on est à multi-échelle, à multi-niveau, et c'est la vraie complexité, c'est les vrais défis de pouvoir avancer de concert, que ce soit au niveau micro, méso, et puis au niveau macro. Et en fait, nous, on a eu des expériences de GHU via Sainte-Anne, via Maison Blanche, a eu des expériences, je pense notamment au médiateur Santé Père, qui ont été malheureuses et qui n'ont pas été très, très heureuses, on va dire comme ça, parce que les médiateurs se sont retrouvés vraiment sur des îles, en fait, donc des îlots. Et c'est vrai que pour ça, aujourd'hui, donc heureusement, c'était il y a quelques temps. Heureusement, on a appris de ces expériences, que ce soit les professionnels ou les médiateurs, les pères aidants, et aussi vous, dans la construction, à la fois dans le dispositif d'enseignement et le dispositif porteur que vous êtes, pour pouvoir combler en fait ces paliers, ces manques d'avancer juste à un seul niveau. Et un médiateur tout seul, ça c'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres qui se retrouvent tout seuls à agir dans un service quand ce n'est pas porté institutionnellement, ça peut provoquer des choses qui ne sont pas très très plaisantes. Donc c'est vrai que les recommandations maintenant vont toutes dans ce sens et elles sont vraiment importantes et elles sont suivies. Donc c'est valable et pour la participation et pour l'empowerment. Mais tu l'as très, très bien montré. En fait. Bénédicte. Oui, non, moi, je voulais vraiment vous remercier. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai appris des choses et je trouve que pour le travail que je fais au GHU, ça va vraiment me donner plein de clés, en fait, pour avancer. Je me disais aussi que par rapport au collectif, à l'association, j'ai envie de tout de suite leur transmettre ce document parce que c'est juste, voilà, il y a plein de dates extrêmement intéressantes et puis je pense qu'on peut vraiment maintenant s'appuyer, on peut s'appuyer sur des faits, voilà, c'était extrêmement riche. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Pas de questions parce que j'ai juste à dire ça. J'espère vraiment le webinaire sera mis en ligne hein, et puis on va le communiquer parce que c'était brillant, ça, je suis absolument d'accord, et que c'est complètement opérationnel aujourd'hui, là où se trouvent les professionnels et les patients, les personnes concernées au sein du GHU, et puis plus largement,
Mais je pense qu'au GHU, par exemple, je sais que le projet d'établissement est en train de se finaliser. Il va bientôt être publié là. Et donc, tout ce qui est partenariat en santé est formalise quasiment 3 axes forts du projet d'établissement. Donc, ça, c'est pas rien. Et que le dialogue institutionnel qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau des directions porte notamment sur cette question de partenariat. Donc, les professionnels sont challengés, pour reprendre des expressions anglo-saxonnes, sur cette question de partenariat. Et donc là, ce à quoi on vient de participer est un vrai temps de formation, d'auto-formation. Et pour ça, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres, comme on ne voit pas, comme je te sais très, très, très occupée, notamment par une petite famille, n'est-ce pas, qui réclame sa maman. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on s'arrête là. Et vous dire donc que donc là pour le coup c'était vraiment le dernier webinaire de l'année. On a cette année, l'idée c'était d'accompagner la mise en place du partenariat du début et du lancement du partenariat en santé au GHU par des intervenants extérieurs, donc qui viennent. Mon objectif dans ces invitations, c'était aussi de montrer que c'est possible, que les choses sont possibles, qu'il y a un cadre, qu'il y a des expériences, qu'il y a des retours d'expérience, et qu'effectivement, en se rencontrant, en s'écoutant, on peut apprendre chacun entre nous et voir un peu comment on peut construire les choses et puis travailler ensemble. Vous rappelez aussi que, moi, voilà, vous l'avez compris, on travaille en lien avec le CCOMS et avec Déborah, donc c'est avec grand plaisir sur tout ça. Il y a aussi le Quality to Rights qui est mis en place. Il y a des services donc, au sein du GHU qui portent des actions déployées par le CCOMS. Donc, il y avait vraiment l'idée de présenter cette année le cadre et l'extérieur, à l'extérieur ce qui se passe, pour que l'on puisse, l'année prochaine, à partir de 2022, on ira plus précisément sur les expériences intra-GHU. Donc là, on verra très clairement les médiateurs santé-pairs en place et qu'est-ce qui se passe pour eux, etc., pour pouvoir échanger et faire un programme de 4-5 webinaires dans l'année pour pas que ce soit trop lourd non plus. Voilà, il y a un nouveau message qui vient d'apparaître, c'est bravo pour cette initiative Inspiring. Merci beaucoup, Madame Perla. Et Déborah, un dernier mot si tu veux. Bien, écoute, non, merci beaucoup pour l'invitation et l'échange. C'est très riche pour moi aussi d'entendre les remarques, qu'on se questionne ensemble sur la suite. Mais c'est vrai que je crois que on gagnera, je reprends un peu tes propos, mais on gagnera à échanger sur tout ça. Et puis, je pense à co-construire pour le coup, mais parce que je pense qu'aussi, c'est toujours le problème un peu des bulles d'innovation qui restent parfois bloquées à l'échelle locale, parce que la question de la diffusion, elle se voit à un niveau international. Pourquoi ce qui se fait en Angleterre, il y a tout un contexte culturel, etc., ne vient pas plus que ça jusqu'à chez nous, mais pour qu'aussi parfois, quand il y a une innovation organisationnelle, elle n'arrive pas à s'étendre plus que ça, probablement que la communication et la rencontre, probablement qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes, d'un point de vue institutionnel, structurel, avec les personnes concernées. Je pense qu'il y a encore à co-créer ensemble la façon dont on peut penser ce changement de culture en adéquation avec le contexte France, quoi. Mais donc, c'est des espaces d'échange. Je te remercie une nouvelle fois pour l'invitation. C'est très riche de pouvoir aussi partager cette expérience-là et puis en entendre les retours et les commentaires et les questions que ça suscite. Merci. Merci beaucoup. C'est une aventure à continuer. Et puis, je remercie beaucoup tous les participants qui ont écouté. Mais c'était passionnant. C'est vrai que l'heure et quart et l'heure et demie a passé très vite. Donc, et puis, on reprend contact tous ensemble. Si vous souhaitez, pour les participants, moi, je suis disponible s'il y a des demandes. Et puis, on avance vraiment collectivement. Et ça, moi, c'est une façon comme ça que j'ai de travailler qui me convient complètement. Donc, je suis ravie de ça. Je vous remercie tous. Et bonne fin de soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.